Le comte de Mirabeau écrivait : nous devons renverser tout ordre, écraser toute loi, annuler tout pouvoir et laisser le peuple dans l'anarchie. Les lois que nous établirons ne seront peut-être pas en fonction d'un coup, mais au bout du compte, ayant redonné le pouvoir au peuple, ils résisteront au nom de ce qu'ils croient être la liberté et le feront car ils auront l'illusion qu'ils la préservent. Nous devons flatter leur vanité, caresser leurs espoirs, leur promettre leur bonheur. Nous devons par nécessité les utiliser, les rendre haineux envers ceux que nous voulons détruire et entretenir leur illusion. Sur ce chemin, nous devons également acheter toutes les plumes mercenaires qui propageront nos méthodes et qui instruiront le peuple en ce qui concerne les ennemis que nous souhaitons attaquer. Le clergé étant puissant pour l'opinion publique, il ne peut être détruit qu'en ridiculisant la religion, rendre leurs ministres odieux et les dépeindre comme des monstres hideux. Exagérer leur richesse, prendre les péchés d'un individu et le rendre commun à tous, leur attribuer tous les vices. La calomnie, le meurtre, l'irreligion, le sacrilège. Tout est permis en ces temps de révolution. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Histoire cachée. Et une fois n'est pas coutume, je vous souhaite une excellente journée. Nous vivons des temps particulièrement troublés une fois de plus, et pour continuer en fait cette histoire en relation avec les organisations supranationales, avec cet étrange moment que nous vivons où les médias principaux nous annoncent que Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis, alors que depuis quelques jours maintenant, un peu plus d'une dizaine de jours, nous voyons le président Trump déclarer que les élections ont été complètement fraudées, etc. J'avais envie de faire un petit parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui et des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps que cela, à vrai dire, au début du siècle et puis un petit peu plus tard. La situation que nous vivons peut être mesurée à l'aune, une fois de plus, du Council on Foreign Relations, du CFR. Vous savez que j'insiste beaucoup sur cette institution, sur le Club de Rome, sur le Comité des 300, etc. Parce que on ne peut pas négliger l'importance de ces institutions, on ne peut pas passer sous silence leurs exactions, et si on ne connaît pas ce que ces gens ont fait, on ne peut pas comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. Et je vois que c'est populariser l'information du World Economic Forum et du Great Reset, et c'est très bien, mais il va falloir aller un petit peu plus loin. Le même type de cabale qui a organisé la Révolution française est quasiment derrière la majorité des révolutions. Prenons un exemple, la Révolution russe. La Chase National Bank, en 1920, était le principal prêteur du gouvernement soviétique à l'époque de la Révolution. Durant les années 20, elle va financer les importations de coton en provenance des États-Unis. Lorsque le traité de commerce l'Amtorg fut établi en 1924, la Chase était d'accord pour garantir les lettres de crédit et pour favoriser les importations en fourrure, etc., en métaux précieux, en bois. En 1926, la Chase avança au gouvernement soviétique un crédit revolving
d'environ 30 millions de dollars. Ce qui nous montre en fait, derrière cette grande révolution, que nous trouvons une fois de plus les grands banquiers. Ce que je viens de vous dire, vous pouvez le trouver dans Joseph Finder, Red Carpet, publié chez New York, Holt, Reinhardt and Winston en 1983, page 177-178. À cette même période, nous avons également Ford Motor Company, qui fournit aux bolcheviks 24 000 camions et qui va former des mécaniciens russes. Ce fut Ford également qui aida les soviétiques à construire leur énorme complexe de Gorky, cette même usine qui va produire les camions qui vont rouler sur la piste Ho Chi Minh en Indochine et au Vietnam plus tard. Il n'est pas si audacieux de noter que les industrialistes sont souvent derrière les communistes. En 1970, la Chase Manhattan Bank va financer l'usine sur la rivière Kama, qui est l'usine de camions la plus grosse en fait du monde, et les soviétiques vont s'empresser de la convertir pour construire les véhicules pour l'invasion en Afghanistan. Et incidemment, la Russie en fait va remercier David Rockefeller, puisqu'il pourra se rendre avec son avion privé en Russie soviétique, et le quartier général de la Chase Bank sera placé au premier de la place Karl Marx. De la même manière, Avril Harriman, fondateur de Brown Brothers Harriman, qui est un prototype même du banquier de Wall Street, va se voir accorder 20 ans de droit pour les mines de manganèse, et conjointement avec eux, il créera une entreprise de transport et il s'arrangera même pour vendre leurs bons du trésor. Il en va de même pour un certain Armand Hammer qui va faire fortune avec les mines d'amiante, Cyrus Eaton qui est un collaborateur initialement de Rockefeller et qui va gagner de l'argent en fournissant à la Russie du textile, des produits en cuir et des produits pharmaceutiques. C'est très éclectique tout cela. Mais il va être décoré du prix de la liberté de l'ordre de Lénine. De la même manière que nous voyons se développer en ce moment derrière Joe Biden les grands de l'information, le complexe militaro-industriel américain, et derrière bien évidemment ce gars-là, les groupes de presse, les groupes de médias, on va dire, comme Google, Facebook, etc., derrière, en fait, ces socialistes, communistes, démocrates, appelez ça un petit peu comme vous voulez, quelque part, tout cela se ressemble énormément. Vous pourriez me rétorquer que les idéologies ne sont pas les mêmes, etc. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, au final. Ce système se défend bien. Ce système a un but. Tous les gens que je viens de citer sont de près ou de loin mêlés au CFR. Joe Biden, lors de l'affaire en fait qui éclaboussa son fils, Hunter Biden, si vous vous rappelez bien, en Ukraine, avec la société Burisma, je ne vous parle pas de l'affaire de l'ordinateur récente, je vous parle de l'affaire initiale, où Joe Biden se servit de sa position au gouvernement américain pour faire pression sur le gouvernement ukrainien et laver son fils et faire virer le procureur qui s'occupait de l'affaire de Hunter Biden. Lorsqu'il va faire cela, il s'en vante au CFR. Joe Biden est une créature du CFR. Admettons en fait ce coup, parce que finalement c'est un coup. Ce que nous pouvons envisager dans les quelques semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à court terme,
c'est bien sûr une agitation de la part des Antifa et de Black Lives Matter, sponsorisée par l'Open Society de George Soros, si le président Trump est élu. Cependant, si Biden est confirmé comme étant le prochain président des États-Unis, ce que nous pourrions voir arriver, en dépit de sa santé mentale déclinante, et malgré tout ce que l'on peut dire sur lui, ses fans, il paraît assez peu probable qu'il réussisse à passer ces 4 années. Et je sais qu'Alexandre a fait une vidéo sur Kamala Harris. Et je voulais pointer du doigt les agissements qui se sont déjà passés dans les années 70 et qui ressemblent beaucoup à cette situation. Le président Richard Nixon et son vice-président Spiro Agnew ont été réélus, gagnant 49 États contre 50 en 1972. Cependant, les choses se sont vite dégradées pour eux, puisque un an plus tard, Agnew fut évincé pour avoir pris pour des prises d'intérêt alors qu'il était en poste dans le Maryland. Agnew s'est défendu par rapport à son innocence, mais il a été obligé de renoncer à la vice-présidence en 1973. Richard Nixon va à ce moment-là nommer Gerald Ford comme successeur de Agnew. Et Ford va donc devenir un vice-président non élu. Nixon ne va pas durer très très longtemps non plus, puisque le scandale du Watergate va intervenir en 1974. Et il n'y a jamais eu de preuve réelle que Nixon avait une connaissance de la préparation, en fait, de ce fameux cambriolage au Parti démocratique, etc. Enfin, toute l'affaire du Watergate. En réalité, rétrospectivement, si l'on observe, en fait, ce qui a coûté la présidence à Nixon, c'est-à-dire 18 minutes et demie, etc. Enfin, vous connaissez toute l'affaire du Watergate. Les 30 000 emails d'Hillary Clinton auraient dû lui coûter assez cher. Nixon a été évincé pour avoir menti au peuple américain. Hillary Clinton s'en tire très bien finalement. Et en fait, Nixon va devoir démissionner, etc. Toute sa garde présidentielle va également se retrouver en prison, etc. Enfin, ils vont passer en justice. Sauf l'homme du CFR, Henry Kissinger. Henry Kissinger, en fait, un certain Gary Allen, qui a écrit Kissinger, la face cachée, en fait, du secrétaire d'État, écrit à propos d'une des victimes du Watergate, un proche de Nixon, qui s'appelait John Ehrlichman. Ehrlichman avait pris à peu près 5 ans en gros 5 ans de prison dans un pénitencier fédéral. Et Ehrlichman dit la chose suivante. Il est très très dur de se retrouver en prison à cause en fait du cambriolage quand ce fils de pute, excusez-moi, c'est une citation, quand le fils de pute qui a organisé cela prend le prix Nobel de la paix, le fameux fils de pute, c'est Henry Kissinger. D'ailleurs, Henry Kissinger, il y a tout un tas d'affaires liées à ce monsieur, et ce monsieur est regardé et vu comme un très très grand héros
par le monde entier, un héros de la paix, etc. Hein, comme McNamara ou McCloy. Cependant, il sera révélé après l'affaire du Watergate que, en réalité, les gens qui ont organisé le Watergate étaient un groupe secret qui avait un nom officiel, hein, il se faisait appeler le Special White House Investigating Unit, qui était surnommé les plombiers, the plumbers, et qui avait été créé, comme par hasard, par Henry Kissinger. Voilà, bref. Une fois que, à partir du moment où Nixon va démissionner, la présidence va passer donc au vice-président, à Gerald Ford, qui va nommer comme vice-président un milliardaire, Nelson Rockefeller, gouverneur de New York entre 59 et 73. Et d'ailleurs, étrangement, Kissinger, très très grand copain, tous, puisqu'ils sont tous du CFR, Kissinger va dédier ses mémoires, va faire une dédicace à Nelson Rockefeller dans ses mémoires White House Years. Il va faire une dédicace à Rockefeller en disant qu'il était la personne la plus qui avait le plus influencé sa vie. C'est un beau témoignage d'amitié, n'est-ce pas? En 75, Gerald Ford va survivre à 2 tentatives d'assassinat. L'une par Lynette Alice Squeaky Fromme et l'autre par Sarah Jane Moore. Si Gerald Ford était mort, Nelson Rockefeller, le frère de David Rockefeller, qui était à cette époque à la tête du Council on Foreign Relations, serait devenu président des États-Unis sans aucun vote. Il est à noter ici que Nelson Rockefeller avait tenté sa chance à la présidence en 1960, en 1964 et en 1968. Mais les électeurs l'avaient rejeté lors des primaires à chaque fois. Et un article que j'ai trouvé de James Perloff dit la chose suivante: les ballots ont quasiment accompli ce que les ballots, les bulletins, n'ont pas pu. Et ce que nous dit en fait l'auteur de l'article est très intéressant, c'est la raison pour laquelle je voulais le souligner, c'est que si Joe Biden devient président, on pourrait voir des développements similaires à cette affaire de Nixon. Et à ce moment-là, en fait, on trouverait peut-être une casserole à attribuer à Kamala Harris et elle deviendrait une sorte de conseillère dans l'ombre, etc. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant également dans cette histoire, c'est de noter la position du CFR. Le CFR n'est pas, comme ils aiment à le dire, un cercle de pensée non partisan, etc. Bien sûr, ils en ont à peu près tous les atours. Mais ils mettent, comme je l'avais précisé dans une vidéo précédente, ils mettent leur entourage un petit peu partout et leurs pions un petit peu partout. Je me permets de vous rappeler également tous les tentacules qui émanent du CFR et qui arrivent en Europe. Parce que oui, je sais, vous allez encore me dire, nous sommes français, qu'avons-nous à foutre des élections américaines, du CFR, etc. Si vous me rétorquez cela, je vous dirais que vous avez la vue très courte. Vous avez la vue très courte et vous ignorez que l'Europe n'est qu'une espèce de petite marionnette pour ces gens, puisque ces gens ont mis en place l'Europe. Alors, oui, bien sûr, préoccupez-vous du Great Reset et du World Economic Forum. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez creuser un petit peu plus loin et essayez de regarder ce qui se passe avec le CFR notamment. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le colonel Von Hagen. Vive le roi, vive la France,
Vive Condé, soyez royalistes.